Voilà, mesdames et messieurs, attention, il suffit de compter jusqu'à 3 et je vais vous faire un tour de magie. Attention, à vous de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Disparition! C'est la magie, c'est la magie. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre. Ça vous va? On a un petit peu débordé sur le planning de la journée. Je voudrais remercier les Assises de m'avoir invité à animer cette table ronde. Et merci à Albert de Pétigny, qui est un ami de longue date, qui préside Hop Libris, de me faire confiance. Je ne suis pas une spécialiste de l'édition, mais en tant que journaliste et petite autrice, pour le coup, je suis très attachée à l'indépendance. Et j'ai compris que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est un outil opérationnel qui nous permet justement de garantir une indépendance dans le secteur de l'édition. Donc j'en ai guère entendu parler avant qu'on me sollicite pour cette animation. Mais voilà, Albert m'a vraiment dit c'est un outil à même de faciliter nos métiers et de garantir la nécessaire diversité éditoriale. Donc l'idée cet après-midi, c'est de parler de la genèse de cette idée, de cet outil, de sa vocation, plutôt que de parler des aspects techniques qui seront abordés à d'autres moments, et notamment à l'étage, là où vous pouvez prendre un petit café, il y a un stand Hop Libris, donc toutes les questions très techniques, opérationnelles, de mise en œuvre, etc., vous pourrez les aborder en allant voir le stand. Et il y a aussi une table ronde, je crois, demain à 15h15, qui sera sur Créer du commun, vers le premier observatoire de l'édition indépendante, qui est aussi en lien avec Hop Libris. Avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Je voulais savoir qui ici connaît cet outil. Alors qui a déjà entendu parler d'Hop Libris? Quand même. Voilà, super. Est-ce que qui est sociétaire? Déjà, on a un petit peu moins de monde. Et qui est intéressé ou songe à franchir le cap? Ok. Alors Albert, on va pouvoir motiver. Donc du coup, merci à vous. Alors pour commencer, je vais aussi proposer aux personnes qui sont à cette grande table alignée, comme nous sommes, de se présenter, de situer un petit peu votre parole, de dire qui vous êtes et quel est votre lien avec Hop Libris. Je vous propose, Véronique, de commencer tout de suite, et puis après, on pourra continuer par la gauche. Bonjour à tous, donc je suis Véronique Bacquer, je suis directrice de la société d'Illicom. Je pense que vous savez à peu près tous ce que fait d'Illicom. Donc notre mission, c'est de développer des outils pour faciliter les transactions entre les acteurs de la chaîne du livre, alors principalement et historiquement entre les libraires et les distributeurs. Et donc d'Illicom, c'est aussi une histoire de mutualisation des moyens au service d'un grand nombre, puisque aujourd'hui, le réseau d'Illicom, c'est plus de 8000 libraires, enfin libraires au sens générique du terme, hein. Nous on englobe à la fois des librairies indépendantes, des GMS, des chaînes culturelles, des maisons de presse. C'est plus de 17 000 marques éditoriales, c'est 5 000 distributeurs ou éditeurs autodistribués. Voilà. Plus de 5000 bibliothèques qui utilisent le prêt numérique en bibliothèque. Voilà. C'est une histoire qui a démarré en 89, d'où la maturité aussi de ce réseau. Mais voilà, la mutualisation, c'est quelque chose qui nous parle. Merci beaucoup. Albert de Pétigny. Donc Albert de Pétigny, je suis éditeur depuis 2002, une maison d'édition qu'on avait créée avec ma sœur Aline, qui s'appelle Pour Penser, une maison d'édition jeunesse. Et depuis maintenant presque 2 ans, j'ai laissé toute la partie opérationnelle de cette maison à l'équipe qui travaille, et je suis actuellement le président et directeur général de la SIC Hop Libris, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Anne Lima. Bonjour, alors moi je suis éditrice d'une maison d'édition créée en 1992, donc 32 ans, c'est les éditions Chandaigne et Lima. Je suis aussi cofondatrice de l'EDIF, c'est-à-dire l'édition indépendante en Île-de-France, qui a été créée en 2023, et donc qui est adhérente aussi de la FEDEI. Et je suis sociétaire de Hop Libris depuis juin 2024 et administratrice aussi de Hop Libris. Et Geoffroy Pelletier.
Bonjour à toutes et tous, donc Geoffroy Pelletier, moi je suis directeur depuis 6 ans de la SOFIA. La SOFIA, c'est le seul organisme de gestion collective entièrement dédié au secteur du livre. Alors la gestion collective dans le secteur du livre est moins importante que dans d'autres secteurs des industries culturelles comme le cinéma, la musique, etc. Mais on gère un certain nombre de droits comme le droit de prêt en bibliothèque, la copie privée numérique, on reverse aux auteurs le droit de reprographie qui est géré par le CFC. On a aussi, via le droit de prêt, une mission de prise en charge d'une partie des cotisations des retraites complémentaires des auteurs de livres qui est prélevée sur les sommes du droit de prêt. Et puis depuis un certain nombre d'années, on soutient aussi festivals et salons du livre via la copie privée numérique, puisque 25% des sommes, de par la loi, sont affectées à une action culturelle, et on soutient désormais chaque année un peu plus de 300 festivals et salons du livre partout en France. Et puis on a une mission aussi de soutien aux actions interprofessionnelles, et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé, il y a maintenant quelques temps, de soutenir le projet Oplibris. Alors, c'est un projet ambitieux, ce projet Oplibris, qui a été co-initié par la Fédération des éditions indépendantes et qui, en 2 ans, est passé d'une jolie idée présentée aux premières assises à une solution opérationnelle pour les maisons d'édition. Et donc, j'aimerais, Albert, que tu reviennes sur l'esprit de la plateforme. Voilà, c'est pas un serpent de mer, mais là, il sort de terre. Est-ce que tu peux nous resituer tout ça, s'il te plaît? Oui, on va resituer ça un petit peu, on va faire bref. Sans la FEDEI, encore une fois, hein, sans la fédération, Oplibris serait resté dans des cartons, très certainement. Il y avait un constat qui était partagé dans plusieurs associations régionales, que ce soit en Pays de la Loire, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit en Occitanie, qui était qu'est-ce qu'on utilise au quotidien pour la gestion de nos maisons d'édition, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait imaginer de manière collective. En Pays de la Loire, on avait fait un peu plus que réfléchir, parce que la région des Pays de la Loire, à l'époque, aidait les projets culturels, et on avait eu une aide pour justement préfigurer un outil comme ça. Là-dessus est arrivée la période où on est tous restés chez nous avec notre masque. Et dans cette période-là, les associations régionales se sont un peu plus connectées et la FEDEI est née. Ce qui nous a permis de nous connecter et de s'apercevoir qu'on était plusieurs à porter cette idée d'un outil qui nous permettrait d'avoir une meilleure vision de notre activité, de mieux la piloter. Quand il y a 2 ans, il y a tout juste 2 ans, aux premières assises, j'étais là, debout, c'était à Aix-en-Provence, mais sur la scène, en train d'expliquer un peu ce projet-là. Et suite à ça, ce projet où je me disais, bon, peut-être que finalement, on n'est qu'une poignée à souhaiter que ça existe. Et ben non, cette poignée-là s'est réunie. Très rapidement, j'ai eu 4-5 personnes autour de moi. Très rapidement, la SOFIA nous a dit, mais oui, un projet comme ça fait un moment qu'on se dit que ça pourrait exister, il y a eu des tentatives et on est prêt à vous aider. Dilicom a pu nous aider sur le plan technique, le CNL nous a aidé également sur le plan financier. Et voilà, on a eu la chance d'avoir des belles fées sur le berceau d'Oplibris. Et aujourd'hui, là, ça y est, la première version est disponible depuis la fin décembre, et vous pouvez vous connecter sur oplibris.coop et là créer votre instance et débuter. Aujourd'hui, il y a 92 instances de créer, et l'équipe support est là pour répondre en fait aux questions des unes et des autres. Pourquoi ça n'existait pas avant? C'est aussi une question que je me posais. Je ne sais pas si Geoffroy ou Véronique vous souhaitez expliquer un petit peu de votre point de vue. Pourquoi ça n'existait pas avant, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que je suis dans le secteur du livre, avec des casquettes très différentes, du ministère de la Culture à la Société des gens de lettres, puis maintenant à la SOFIA. Et ça fait 30 ans qu'on entend qu'il y a un manque dans l'édition, et notamment dans la petite édition, d'avoir des outils mutualisés pour aider à la gestion des maisons d'édition, pour aider dans la relation aussi auteur-éditeur, pour gagner du temps, je crois aussi, pour les
éditeurs. On l'a entendu beaucoup ce matin, on l'avait entendu déjà à Aix-en-Provence. Donc il n'y avait jamais eu finalement une initiative aussi collective, c'est-à-dire un projet qui, à mon avis, le plus grand intérêt, c'est qu'il n'a pas été inventé par quelqu'un qui s'est dit voilà, il y a un marché, je vais venir leur faire une proposition. C'est venu des éditeurs eux-mêmes et c'est ça qui nous a plu tout de suite. Donc c'est un projet qui est pensé par les éditeurs, pour les éditeurs. Donc je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, ils savent quelles sont leurs spécificités, quels sont leurs besoins propres, qui sont différents probablement aussi d'éditeurs plus importants ou plus grands, en tout cas en taille. Et donc c'est cet aspect collectif, pour un organisme de gestion collectif, ça parle, qui nous a évidemment séduit. Pourquoi ça n'avait pas marché avant, je ne sais pas. À un moment donné, un alignement des astres, en deux mots, qui a permis peut-être que cette idée qui a jailli, il fallait peut-être aussi que la FEDI existe, qu'il y ait un temps pour ça, qu'un certain nombre d'éditeurs soient partants et disent banco, c'est peut-être le bon projet, que nous on ait les moyens de soutenir. Alors vite, peut-être en 2 secondes, c'est pas dans le cadre de l'action culturelle qu'on peut soutenir ce type d'initiative, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle des irrépartissables, c'est-à-dire en fait des sommes qui sont issues du droit de prêt, pour lesquelles on ne retrouve pas, au bout d'un certain nombre d'années, soit les maisons d'édition, parce qu'elles ont souvent ce sont des maisons d'édition qui ont disparu, soit parce que dans la part auteur, il y a une part qui va au traducteur et une part à l'auteur d'origine, et on a des accords de réciprocité qui doivent nous permettre de retrouver les auteurs d'origine, mais pas toujours. Et donc on a certaines sommes qui sont disponibles pour le soutien à l'interprofession. Et comme on représente les auteurs et les éditeurs à la SOFIA, un projet qui intéressait au premier chef les éditeurs, mais in fine qui intéresse et qui est important pour les auteurs et les éditeurs, forcément ça ne pouvait qu'intéresser la SOFIA. Véronique, une petite réaction aussi? Oui, alors nous, l'idée nous a séduite parce qu'effectivement c'est un projet collectif. Vous prenez l'initiative dans votre collectif pour organiser les choses et apporter des outils qui seront utiles à tous. Et quand Albert a présenté effectivement le projet devant le comité de direction de DILICOM, ça a tout de suite suscité beaucoup d'intérêt. Alors c'est un projet ambitieux, nous évidemment on connaît plutôt le côté technique, nous ne sommes pas des politiques, on est vraiment dans le concret. Et donc l'idée aussi originale de dire on crée un ERP avec en créant des passerelles vers des outils déjà existants, écoutez, ça nous a aussi séduit parce que je trouve, comme c'est un projet ambitieux, il faut s'appuyer immanquablement, pour être sûr du succès de ce projet. À mon sens, il faut effectivement essayer d'être intelligent et d'utiliser les ressources existantes en créant des passerelles, et techniquement maintenant c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et donc voilà, et donc de ce fait, effectivement, on a commencé à coopérer ou à donner des conseils techniques sur ce premier module qui concerne le référencement notamment, puisque le référencement c'est la base de tout, ça vous permet de gérer les droits d'auteur, mais ça permet aussi de transmettre des métadonnées au point de vente, de bien faire connaître le livre, si le référencement est bien effectué, et d'augmenter la découvrabilité du texte. Donc tout ça c'est important, mais il y a forcément, c'est soutenu par une couche technique qu'on ne peut pas ignorer. C'est parce qu'il y a beaucoup de normalisation. Quand vous allez référencer, il faut identifier les auteurs avec un identifiant international pour qu'ils soient bien référencés sur tous les sites, pour que le dépôt légal puisse se faire de façon plus simplifiée. Ça permet aux sites, aux libraires de faire des regroupements par auteur pour présenter toute la bibliographie d'un auteur. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'aspects techniques. C'est aussi soutenu par le travail qu'a fait la BNF. On s'appuie aussi, nous aussi, sur du travail collectif. Donc tout ça nous a séduit par le fait justement que c'est un outil a priori intelligent qui va créer des passerelles entre des choses existantes. Je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes que l'outil soit justement un peu surdimensionné pour une petite maison d'édition? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects qui font un petit peu peur? Non, puisque c'est justement un outil évolutif et adaptable, puisque c'est aussi fait avec des systèmes open source.
avec des systèmes de briques, mais là je suis en train de rentrer dans du technique, mais c'est-à-dire c'est tout à fait adaptable, mais surtout à mon échelle, c'est-à-dire comme éditrice, comme beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire chacun de nous a sa maison avec ses spécificités. On a vu déjà ce matin, on est tous au fond, on fait le même métier, mais on est tous un peu différents. On se débrouille chacun autant que possible de façon professionnelle. Mais bon, moi par exemple, en 32 ans, j'ai vu vraiment mon métier évoluer et avoir de plus en plus besoin de temps, enfin, et de devoir courir pour faire tout ce qui nous est demandé pour pouvoir faire vivre nos livres. Donc il y a une question vraiment de rationalisation qui, de mon point de vue, est nécessaire dans notre activité. Donc au lieu d'avoir un logiciel à droite, un autre à gauche, et puis une connexion sur telle plateforme, etc., pouvoir réunir ça sur un seul progiciel, c'est ça ? C'est un progiciel qui est pensé par des éditeurs, pour des éditeurs, c'est idéal. Donc moi, je le vois vraiment comme un outil qui doit me permettre de gagner du temps. S'il me permet de gagner du temps, je pourrais revenir peut-être un petit peu plus à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire vraiment travailler sur les livres, sur le fond, sur mes choix, tout en aimant toujours aussi les promouvoir, mais garder du temps vraiment sur enfin, une qualité de temps plutôt. Et puis il y a cette idée aussi de la mise en commun qui est réjouissante. Donc il y a donc une efficacité au point de vue du travail. S'il y a de l'efficacité, peut-être même qu'on gagnera plus d'argent. C'est pas interdit. L'autre idée aussi qui est très très séductrice, c'est l'idée de coopérative et l'idée de travailler ensemble. Donc dans le paysage actuel, c'est peut-être un message positif. Et bien sûr, le troisième, c'est le fait qu'en travaillant ensemble, en allant vers du concret, parce que les constats, on les a faits, on les fait souvent, et on les a encore fait ce matin, disons, on propose quelque chose et on devient peut-être plus visible et audible. Véronique ou Albert, vous vouliez ajouter quelque chose sur cet aspect ERP surdimensionné par rapport à des petites maisons d'édition sur ces... Après, c'est sûr que c'est très ambitieux, encore une fois. Donc, mais je pense que les équipes, enfin, Albert a une certaine expérience et ça va se faire progressivement au fil des moyens, des ressources et des besoins. Donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que effectivement, c'est un outil fait pour les éditeurs, par les éditeurs, mais c'est un projet qui, immanquablement aussi, va vous entraîner à discuter avec les autres parties prenantes de la filière. Je pense que ça, c'est une dimension intéressante aussi, parce que quand vous allez réfléchir sur les outils peut-être de surdiffusion ou sur les analyses de vente, où vous allez être évidemment amené à parler soit à Filias pour récupérer les données de vente, soit au libraire quand il s'agit de surdiffusion. Ou voilà. Donc ça oblige aussi à s'ouvrir à tous les acteurs de la chaîne du livre. Et donc ça dépasse largement le projet technique aussi. C'est vraiment ça prend une dimension voilà, beaucoup plus transverse finalement que ce qu'on peut imaginer au départ. Donc à ce titre-là, je trouve que c'est intéressant aussi. Et on a beaucoup parlé ce matin voilà, de la nécessité que les acteurs discutent entre eux. À mon sens, il faut le faire. Et, voilà, on peut avoir des revendications, mais l'important, c'est aussi de discuter entre acteurs. On voit qu'il y a aujourd'hui des enjeux stratégiques au niveau de la filière. Et c'est important pour moi, à mon sens, que tous les acteurs se parlent, même s'il y a des différences de point de vue, même s'il y a des grands groupes et des éditeurs indépendants d'un côté et de l'autre. Ils n'ont pas la même logique, mais la coexistence n'est pas impossible. Et je pense que tous sont concernés par les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, en termes d'écologie, en termes de l'avenir de la filière. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, et si on n'arrive pas à discuter ensemble, ce sera un problème. Voilà. Donc c'est aussi un outil qui va permettre de discuter. Anis, vous demandiez tout à l'heure pourquoi ça n'avait pas existé avant. Je pense qu'il y avait aussi la question, pour ceux qui développent cet outil, d'avoir le temps de le faire. Et donc de trouver des financements en amont, financements qui sont
probablement pas dans les petites maisons d'édition, de pouvoir leur donner le temps de constituer justement cet outil. Moi, je le vois un peu comme un super assistant personnel qui permet de suivre la vie d'un ouvrage de A à Z, depuis la conception, la fabrication, même la décision de le faire ou pas, jusqu'à la réédition de compte pour les auteurs, et tout au long de la vie de cet ouvrage, de pouvoir aider les maisons d'édition. Mais justement, pour pouvoir constituer un outil personnel qui réponde aux souhaits, aux désirs des uns et des autres, avec la multiplicité et la diversité des petites maisons, il fallait le temps de constituer ça. Et je pense que du coup, chacun, en fonction de ce qu'il sait déjà, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire, de ce pourquoi il a plus ou moins d'appétence, pour apprendre aussi ici et là ce qui lui est intéressant dans cet outil. Et puis ce qu'il faut ajouter, et ce qui nous a aussi plu, c'est qu'il y a une dimension de formation, d'accompagnement. C'est pas simplement vous achetez l'outil et puis débrouillez-vous. Il y a une partie de conseil, il y a une partie de formation, une partie d'accompagnement dans la prise en main de cet outil, et qui est aussi, il me semble, importante à un moment donné où le métier aussi d'éditeur est de plus en plus complexe, y compris jusqu'à la relation qui nous intéresse particulièrement dans la relation avec les auteurs. La dimension coopérative aussi, du coup, fait partie de la solution. Ça, c'est peut-être important d'insister là-dessus. Albert, je ne sais pas si tu veux rappeler un peu les valeurs qui sont aussi derrière ce choix. Oui, totalement. Et je voulais rebondir sur la notion d'endroit d'échange interprofessionnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, oui, comme tu disais, Anne, les constats, ça y est, on commence à les connaître. L'étape d'après, c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble concrètement, quels sont les outils qu'on peut mettre à notre propre disposition pour répondre à ces enjeux-là. Et moi, je vois Oplibris en tant que coopérative comme une sorte de laboratoire dont le progiciel, l'ERP, serait un peu la première brique, mais là, on a une société coopérative avec 6 collèges qui embarquent donc les salariés, qui embarquent les concepteurs, créateurs, qui embarquent les éditeurs, qui embarquent les autres professionnels du livre et les institutions. Et là, ça permet d'avoir un espace où on peut imaginer et tester des outils. Donc là, on a cette ERP, mais qu'est-ce qui nous empêche demain ou après-demain de se dire tiens, au sein de la coopérative on a tel groupement professionnel qui nous a fait remonter tel besoin, là on a cet outil là qui peut se mettre au service technique de ce besoin là. Et le fait, là on est une toute jeune coopérative, on a besoin d'apprendre, surtout que c'est tout de même un sacré défi de faire travailler ensemble des personnes qui ont l'indépendance chevillée au corps. Voilà, on peut avoir des appétences coopératives, on peut se dire ah ouais, moi c'est des choses qui me parlent, mais au quotidien, comment on fait ces questions de gouvernance, et il y a un moment donné, il faut poser des arbitrages. Comment on va faire tout ça? Aujourd'hui, la coopérative, elle n'a même pas un an, l'Assemblée Générale aura lieu au mois de mai. On est tout bébé pour l'instant en tant que coopérative. Et par contre, c'est passionnant. Moi, alors la question de l'ESS, ça fait quand même une quinzaine d'années que je gravite dedans. Là, c'est vrai que c'est un beau challenge d'avoir une société coopérative à l'échelle nationale, avec aujourd'hui, nous sommes 111 sociétaires à bord de cette coopérative. Sur ces 111, une grande majorité de structures éditoriales. Et puis, on va continuer à faire grandir ça. Et c'est, voilà, moi je vois ça comme un bel outil dont il suffit de se prendre. En fait, il faut emparez-vous de cet outil, en fait. Voilà. Encore une fois, là je suis là aujourd'hui, j'aurais préféré que d'autres personnes soient ici à ma place, parce que ça fait déjà la deuxième fois que je viens présenter Oplibris, et la chose qui pour moi est importante, c'est que Oplibris soit pas lié à Albert, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment un outil en tant que coopérative qui nous appartient collectivement.
Je crois aussi qu'on parle donc régulièrement d'empreinte carbone, vous êtes tous en prise avec ça, comme nous toutes et tous. On parle aussi d'écologie du livre, je sais qu'il y avait des présentations là quand je suis arrivée en cours à ce sujet. En quoi est-ce qu'Oplibris vient améliorer les choses? J'ai l'impression que ça a aussi été profondément pensé dans la mise en place de cette coopérative, de cette dynamique et de cet outil. Est-ce qu'on rentre dans une partie moins plaidoyer, plus opérationnelle, sans que ça soit... Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où on commence à créer de la mutualisation, déjà, on va dans un mieux. Ensuite, alors, à terme, l'idée, c'est de pouvoir, dès le début d'un projet, pouvoir en mesurer son impact. À la fois se dire quels vont être mes besoins économiques sur ce projet-là, mais également quel est son impact carbone, comment derrière je vais le diffuser, comment on va le... Et à partir de là, ça va nous donner aussi des synergies possibles avec d'autres. Ça, c'est le deuxième étage dont parlait Anne tout à l'heure. C'est une fois qu'on est plusieurs centaines de structures éditoriales à utiliser Oplibris, on va pouvoir commencer à faire remonter de la donnée anonymisée et commencer à voir quels sont les endroits où on peut faire mieux, où on peut par exemple partager des tirages, parce qu'on s'aperçoit que telle et telle maison utilise les mêmes types de formats et pourrait peut-être rationaliser certaines choses. Donc c'est, encore une fois, cette question de la donnée, elle est cruciale. On produit tous de la donnée. Et aujourd'hui, en tant que structure éditoriale, souvent, on néglige ce que cette donnée-là peut permettre de faire. Et on a tendance à confier cette donnée à des tiers ou juste pas s'en préoccuper. Là, l'idée, c'est cette donnée-là, on en prend soin. Et non seulement on en prend soin, mais en plus, on va la mutualiser entre nous et à partir de cette donnée-là, voir comment on peut rendre les choses à la fois plus fluides et puis il y a certainement des critères d'amélioration qu'on peut trouver. Vous voulez ajouter quelque chose, Anne ? Oui, en fait, il y a toujours aussi une part d'utopie, mais qui est toujours réalisable. Supposons donc qu'à partir de ces données, on comprenne mieux donc quel est le rythme, disons, moyen qu'un éditeur peut avoir en travaillant donc de façon plus efficace et peut-être un peu plus professionnelle. On va se rendre compte que pour des éditeurs indépendants jusqu'à un certain niveau, par exemple rendre des comptes à des auteurs 2 fois par an, ça va être compliqué. Donc est-ce que à partir de là, est-ce qu'on peut pouvoir négocier ou être entendu par des institutions? Donc il y a une part de représentation qui peut sortir justement de ces informations collectives. Voilà. Dans le petit document que tu m'avais partagé, Albert, il y avait un programme commun appelé Parel. Est-ce que ça, vous souhaitez qu'on en parle un petit peu aussi avec le BASIC et justement l'Association pour l'écologie du livre, qui m'a l'air d'être aussi englobant par rapport à ces aspects bien spécifiques. Alors, on peut en dire 2 mots. Parel, c'était un projet qu'on avait proposé dans le cadre d'Alternatives Vertes, qui est un projet dans le cadre de France 2030. Et pour l'instant, on nous a demandé de le représenter, mais on ne sait pas exactement à quel moment, sans doute peut-être au mois de mars ou avril, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus. Ok. Du coup, il y a 2 ans, on l'a dit, c'était qu'une idée. Maintenant, on est sur une première version qui est d'ores et déjà utilisable. Comment est-ce que vous projetez dans Oplibris dans 2 ans, voilà, dans les usages actuels et à venir, dans tout ce qu'il y a à construire? Et puis après, s'il y a des usagers, usagères dans la salle, ça serait bien qu'on vous entende aussi, peut-être. Il y a sans doute des questions aussi. Personne n'a une boule de cristal ici pour savoir comment dans 2 ans, prochaines assises. Mais pour moi, dans 2 ans, on a plusieurs centaines d'utilisateurs d'Oplibris et on sort l'étude. La première étude basée sur les chiffres réels de ces deux années-là. On commence à avoir ces données-là. Ça serait une belle
Voilà, ça serait un beau rêve de se dire que dans 2 ans, on a une étude qui sort d'Oplibris. Et tu ne seras pas là, en fait, dans l'idéal. Et ouais, dans l'idéal, c'est pas moi qui serai là. Ok, je crois. Alors c'est peut-être un peu de la provocation, mais moi je pense que dans l'idéal, dans 2 ans, on ne vous soutient plus. C'est-à-dire que dans 2 ans, vous avez atteint une vitesse de croisière, un équilibre avec suffisamment de sociétaires, de comptes activés. Tout le monde a été convaincu de l'intérêt de cet outil et vous avez plus besoin de nous. Je pense que ça, ce serait, on verra si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Et c'est pas une annonce, et pas de crainte. Mais c'est vrai que l'idée dans ce type d'outil, c'est aussi de permettre de vous donner le temps de pouvoir faire le meilleur outil possible et de convaincre le plus grand nombre pour atteindre à un moment donné un équilibre. Ça reste compliqué parce que on parle d'économies qui sont de petites économies, d'économies qui sont fragiles. Mais c'est vrai que ça pourrait être ça l'idéal. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être qu'on ait un premier rendu aussi de ce qui va être la partie observatoire d'Oplibris et d'avoir une meilleure aussi connaissance aussi de ce que représente la petite édition ou l'édition indépendante. On ne va pas se lancer dans un débat sur la définition, mais en tout cas du poids qu'elle représente. Véritablement, on en a parlé à l'instant dans le cadre d'un atelier consacré au lien entre l'édition indépendante et les médiathèques, et on se disait, on a les moyens à la Sophia, on a les chiffres et les statistiques pour le faire, d'étudier le poids que représente l'édition indépendante ou la petite édition dans les acquisitions des bibliothèques sur les 15 dernières années et de voir si ça a évolué, si la loi Robert, avec cette obligation de plus grande bibliodiversité dans les acquisitions, va jouer un rôle. Donc tout ce qui va concourir comme ça à avoir plus de données, plus d'informations sur le poids que représente la petite édition ou l'édition indépendante, ce serait bien que dans 2 ans on ait ces premiers rendus. Et nous, ça nous intéresse vraiment à la Sophia. On soutient, je dirais qu'il y a presque 2 projets en fait qui sont en train de se faire en même temps. Il y a le projet Oplibris qu'on soutient et il y a le projet aussi Phileas qu'on soutient, avec là aussi l'idée d'avoir des informations sorties de caisse sur ce que représente, alors là, pour chaque maison d'édition, pour chaque titre, pour des marques éditoriales, la réalité des ventes sorties de caisse et non pas simplement les mises en place avec toutes les questions de retour, de provision pour retour qui agacent aussi parfois du côté des auteurs, mais qu'on ait vraiment enfin dans l'industrie du livre un outil qui mesure les ventes sorties de caisse. C'est 2 projets qu'on soutient parce qu'ils nous intéressent et qui peuvent en plus à un moment probablement se rencontrer. Là aussi, Véronique parlait des points de rencontre que va créer Oplibris. Là, ça peut être aussi un moment, un point de rencontre entre ces 2 projets. Si on a 5 minutes à la fin, je sais que la personne qui est responsable de Phileas est dans la salle, peut-être qu'elle pourra en dire un mot, mais c'est vraiment, voilà, c'est aussi se donner les moyens pour les maisons d'édition que la FEDEI représente, de pouvoir porter son poids et de dire à quel point elle compte, même si c'est une petite édition, tous ensemble, ça représente quelque chose. Et d'ailleurs, sur cette question d'observatoire, et donc quand je parlais d'études, je parlais de ça, et de définir aussi les critères d'observation que l'on souhaite regarder. Par exemple, vu qu'avec Oplibris, on suit l'intégralité de la vie de la maison, on peut tout à fait remonter comme type d'information le nombre d'interventions des auteurs en librairie ou le nombre d'interventions dans les bibliothèques ou le nombre de salons, de manifestations auxquels la maison d'édition a participé. Et ce qui donne des indicateurs qui ne sont pas que purement économiques, mais de bien montrer l'implication d'une maison d'édition sur son territoire. Et aujourd'hui, ces informations-là, elles sont très compliquées à aller rechercher, parce que quand on demande, il faut que la structure éditoriale aille chercher dans toutes ces informations et tout ça, alors que là, vu qu'on le suit au fil de l'eau, les informations remontent automatiquement. J'ai l'impression qu'on est en train de me mettre quelque chose derrière, ouais, c'est ça. Ah, je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes. Alors, est-ce que ce qui vient d'être raconté vous donne envie de vous impliquer dans Oplibris? Et si ce n'est pas le cas, pour quelles raisons est-ce que quelqu'un ou quelqu'une veut prendre la parole pour peut-être avoir plus de détails, ou il y a peut-être des choses qu'on n'a pas abordées qui pourraient vous bloquer? Je crois qu'il y a une question là. N'hésitez pas à lever la main. Des micros circulent et à vous présenter surtout. Merci. Bonjour. Antonio, édition Douro. Alors je fais
partie de ceux qui ont adhéré dès les premiers instants, parce que l'idée d'association, de coopération, de collaboration, de coopératif, ça m'a tout de suite intéressé. Entre éditeurs, où on se tire tous un peu dans les pattes dans certaines circonstances. En fait, j'avais déjà, avant de connaître l'idée en profondeur, on avait déjà un logiciel de gestion relié directement à nos experts comptables, où il y a pratiquement tout, sauf la gestion des droits d'auteur. Et là, ça m'a paru tout de suite intéressant. Bon, malheureusement, ce n'est pas encore en place, mais ça va l'être, on me dit que ça va l'être. Et puis la semaine dernière, avant de venir ici, j'ai téléphoné à un copain éditeur qui est en Corse, et je lui ai dit, tu devrais venir, tu devrais t'inscrire rapidement, tu devrais venir. Alors je lui ai expliqué, je lui ai envoyé même la documentation. Il m'a répondu, non, moi ça ne m'intéresse pas, parce que tout le monde va voir ce que je fais, comment je fais. Et en fait, tout le monde va avoir accès à mes données. Il n'y a aucune garantie sur la sécurité de mes données. Voilà, en résumé, ça me fait rire un peu parce que moi, je n'ai pas du tout pensé à ça. Moi qui suis dans l'informatique depuis pratiquement que ça existe, vu mon âge canonique. Enfin, ceci dit, pour dire que certains se posent réellement cette question. Qui a accès à ces données des éditeurs? Voilà, pour le reste, je suis à 100% à fond avec vous Albert, avec toutes les personnes qui composent. J'ai vu leur CV détaillé avant de m'engager, bien sûr. Merci. Donc une question sur la confidentialité des données, sur le partage. Qu'est-ce que... Ouais. Ben, merci pour ce témoignage. Alors, quand on avait fait une première étude, c'était en 2018, où on avait demandé ce que les maisons d'édition utilisaient pour leur gestion au quotidien, on s'est aperçu qu'il y avait une part non négligeable, hein, c'était plus de 40% qui utilisaient les solutions de Google. Donc, voilà, en termes de confidentialité, en termes de où sont mes données, clairement, c'était pas ça, quoi. Là, les données sont hébergées sur des serveurs qui sont en France, c'est redondant, c'est sur 3 sites différents, c'est... voilà, on a pris surtout après l'épisode qu'ont connu certains distributeurs l'été dernier, on a redoublé de vigilance par rapport à la sécurité. On s'est dit qu'il fallait encore qu'on aille plus loin là-dessus. Il y a également toutes les questions juridiques sur lesquelles c'est un vrai gros dossier. Donc oui, c'est au cœur des préoccupations, évidemment. Et ensuite, pour ce qui est des données, les données vont être anonymisées. Les données qui vont remonter en termes d'études seront anonymisées. Voilà. Et ensuite, qui a accès aux données? Ça, c'est pareil pour tout projet informatique. Oui, effectivement, il y a à un moment donné une personne qui peut avoir accès à des systèmes. Et après, il y a la confiance qui est là, et puis, mais il y a aussi des sécurités qui sont là, qui font qu'on ne va pas aller prendre les données comme ça. C'est aussi l'intérêt d'être en coopérative, c'est que quelque part, ces données-là, elles sont hébergées aussi par une société qui vous appartient. Donc en termes de... quand on veut... je pense qu'on a quand même un modèle qui est plutôt sécurisant à ce niveau-là par rapport à d'autres modèles existants, en fait. L'utilisation des données est réglementée, hein. Enfin, vous êtes protégé par la loi maintenant. Un opérateur ne peut pas faire ce qu'il veut avec les données personnelles, les données sensibles, les données commerciales. Donc il y a la loi qu'il faut respecter, il faut tenir à jour des registres de traitement de données. Donc à ce titre-là, vous pouvez, en tant qu'utilisateur, demander à retirer toutes les données qui vous concernent. L'opérateur n'a pas le droit, sur votre consentement, d'utiliser les données. Donc voilà, il y a un cadre légal qui empêche certaines dérives.
Et puis effectivement, il y a la sécurité. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de se tenir à jour. Il y a beaucoup de contraintes, parce que effectivement, les risques de cyber sont avérés aujourd'hui et s'amplifient. Et donc, c'est un vrai défi pour les systèmes d'information aujourd'hui, et ça devient de plus en plus coûteux aussi. Donc, c'est un paramètre dont il faut tenir compte, effectivement. Et donc, on aura sans doute encore besoin de la Sophia dans 3 ans. Bonjour, Colin Ricard, Arouge Édition, ici, là. Je viens pas de Corse, mais je viens de Bretagne. On fait partie des 111 structures qui ont pris une part sociale. Comme on est une toute petite microstructure, micro-maison d'édition, pour nous, ça a coûté 100 € la part sociale. Le chiffre augmente en fonction de la taille de la maison. Et après, en fait, une fois qu'on a pris notre part sociale, on a appris que du coup, pour utiliser ce logiciel, il faut payer 600 € par an. Et du coup, c'est même pas acheter une fois 600 €, c'est tous les ans, il va falloir donner 600 €. Et c'est le tarif le plus bas, quoi, vraiment pour les micro-maisons comme nous. Et en fait, on peut pas payer ça. C'est beaucoup trop cher pour nous. Du coup, je comprends pas très bien où est la dimension solidarité, en sachant qu'en plus, c'est quand même un projet qui est hyper soutenu. Ma question, puisque j'ai une question pour finir, c'est est-ce que du coup ce logiciel va devenir, comme ça a été annoncé au début, réellement open source, voire carrément un logiciel libre, enfin voilà, et est-ce qu'il va pouvoir être utilisé autrement que parce que j'entends bien qu'il y a des coûts sur le côté formation, le côté suivi, etc. Mais est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser nous en tant que toute petite structure aussi? Merci. Alors c'est une vraie question, hein. On a eu aussi ces débats-là en interne sur... on aimerait en fait pouvoir faire un coût en dessous des 55 € mensuels pour les plus petites structures. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. L'idée, c'est au moment de l'AG, de toute façon, de rediscuter le tarif en AG face aux questions financières, de voir jusqu'où la coopérative peut tenir. Si ça tient ou pas. De l'autre côté, alors le modèle économique, c'est de réussir à faire financer au maximum les investissements sur des fonds publics, sur des aides, parce qu'on crée du commun. Et donc ce commun-là, en fait, les aides viennent financer du commun. Mais derrière, nous, utilisateurs et utilisatrices, on finance les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on ne voit pas comment on arrive à des frais de fonctionnement à 0. On ne voit simplement pas. Donc on a essayé de trouver l'équation la plus juste, et donc on a des prix qui s'étalent de 55 à aujourd'hui 159 € en fonction du chiffre d'affaires de la structure éditoriale, et pour au-delà de 500 000 € de chiffre d'affaires, là, on est sur devis parce qu'il peut y avoir des besoins particuliers et on estime que ces structures-là peuvent aussi participer plus. Et voilà, donc ça va vraiment faire partie des discussions en Assemblée Générale. Et quant à la mise à disposition du code, oui, c'est souhaité. Ce qu'on souhaitait, c'était de le mettre à dispo une fois qu'il était déjà en version stable. Et là, ça fait partie des choses qui devraient se faire dans les semaines qui viennent. Après, donc, une fois que vous aurez ça, vous pourrez effectivement installer une instance Oblibris sur un VPS à votre charge ou sur un ordinateur que vous hébergez en interne. La location d'un VPS, donc un VPS, c'est un serveur, un Virtual Private Server, c'est un serveur en ligne sur lequel vous pouvez héberger des données et des systèmes comme ça d'information. Avoir un VPS sécurisé pour moins de 55 € par mois, c'est pas... voilà, vous allez retrouver dans les mêmes tarifs en fait. Alors autrement, vous pouvez effectivement l'héberger sur une machine, chez vous, avec tous les risques que ça comporte aussi. Mais c'est possible, ça sera possible. Ouais. Mais je ne suis pas certain que ça coûte beaucoup moins cher en fait. Alors après la question de la confidentialité et du coût, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ici ? Est-ce que je peux juste dire un mot en réaction parce que
c'est agaçant en fait pour nous d'entendre ça, parce que c'est vrai que cet outil mutualisé doit permettre d'être utilisable quasiment par toutes les maisons d'édition. Et alors, à la fois, je peux entendre que 50 € par mois, c'est trop pour vous, mais je ne sais pas combien vous avez de titres au catalogue ou quel est votre chiffre d'affaires, mais c'est vrai que descendre en dessous de 50 € par mois, vu tout ce que va offrir Oplibris, ça reste compliqué à imaginer aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, quand même, descendre, vu l'offre de service qui va être celle d'Oplibris, c'est déjà extrêmement bas, en fait, comme tarif. Et que ça reste trop cher pour vous, c'est vrai que il y a un moment de bascule. Je sais pas combien vous avez de titres au catalogue, je ne sais pas quel est votre chiffre d'affaires, je ne fais pas de la retape, je ne sais pas si vous êtes adhérent à la SOFIA ou pas, mais c'est intéressant de savoir exactement votre hyper microstructure, je ne sais plus comment vous êtes défini, ce qu'elle est exactement, voilà, avant de pouvoir aussi répondre. Une remarque aussi ici. Après, je pense que l'objectif aussi de l'outil, c'est de vous faire gagner du temps, de vous faire gagner en efficacité et en efficience, donc d'être plus performant. Et donc on peut peut-être imaginer et rêver que ce gain, cette promesse qui vous est donnée, elle compense en fait, elle vaut le prix que vous payez. Donc effectivement, vous payez, ça vous semble cher, mais au regard de la promesse et des avantages que procure l'outil, parce que vous allez travailler avec encore plus de professionnalisme que vous le faites aujourd'hui, vous allez pouvoir référencer votre catalogue plus facilement et dans les normes attendues par tous les revendeurs, vous allez pouvoir gérer vos contrats plus facilement parce que vous avez un appui qui est procuré, un support qui est procuré par Oplibris, vous êtes formé à l'outil, à des nouveaux process, et donc on peut imaginer que tout ce gain que vous allez obtenir grâce à l'outil vous permet de compenser effectivement le prix que vous payez. Alors, il y a une nouvelle prise de parole. Allez-y. Oui, Cécile Richard, édition du Jeu de loi. Alors, effectivement, je vais continuer sur ce que vous disiez, parce que moi, pour ma part, je n'avais jamais entendu parler d'Oplibris, mais j'arrive hier soir, et depuis hier soir, tout le monde parle d'Oplibris. Alors, je suis allée tout à l'heure sur le stand, là-haut, et il y a un charmant jeune homme qui m'a expliqué tout ce que je pourrais faire d'intéressant avec, et je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir insister, parce que depuis tout à l'heure, vous avez parlé d'intelligence collective, c'est bien, de mise en réseau, c'est bien, mais tout ça, ça reste très abstrait. Donc, moi, je vais un petit peu restituer ce que j'ai cru comprendre qu'il m'avait exposé, c'est-à-dire un système qui va nous permettre de calculer les droits d'auteur facilement. Aujourd'hui, moi, je fais ça sur des feuilles Excel. Un système qui va nous permettre de gérer les dépôts chez les libraires. Aujourd'hui, moi, je fais ça sur des feuilles Excel. Un système qui va nous permettre de calculer nos dépréciations de stock. Moi, je fais ça sur des feuilles Excel. À chaque fois, voilà, bien qu'ayant un logiciel de gestion compta par ailleurs, mais un logiciel de gestion compta qui n'y connaît rien au livre. Donc, je crois que c'est ça qu'il va falloir vraiment mettre en avant. C'est que c'est enfin un outil de gestion dédié aux éditeurs et qui va nous permettre de faire toutes nos tâches spécifiques rapidement et nous faire gagner plein de temps. Est-ce que vous voulez... Je me disais qu'on pouvait peut-être envoyer, on a une petite présentation de 4 minutes qui montre quelques-unes. Voilà, donc on va pouvoir envoyer ça là. Et donc merci merci pour la transition. Et donc je propose de regarder ça, puis après on peut continuer les questions. Là, on peut tout à fait souhaiter avoir dans le projet commun les auteurs, des distributeurs, des diffuseurs, des libraires, et puis des éditeurs, hein, et puis des développeurs, et faire œuvrer ces différentes parties prenantes au service d'un projet commun.
Oplibris est un logiciel de gestion d'entreprise qui a été pensé par des éditeurs et éditrices et qui comprend donc des fonctionnalités spécifiques pour les maisons d'édition indépendantes. Par exemple, un calculateur de points morts qui permet d'évaluer la rentabilité d'un livre. Ou un générateur de contrats, avec lequel on peut fabriquer les contrats auteurs. Vous aurez également à disposition différentes consoles utilisateurs à proposer par exemple aux libraires ou à vos autrices et auteurs pour qu'ils et elles puissent suivre leurs ventes. Certaines de ces fonctionnalités sont en cours de finalisation à ce jour et seront rendues disponibles dans les prochaines semaines. Oplibris vous permet d'avoir une interface unique pour suivre vos publications, grâce à une connexion avec différents partenaires du livre, d'Illicom, BNF, des diffuseurs-distributeurs. Vous gérerez donc depuis Oplibris le dépôt légal, les demandes d'ISBN, l'envoi des informations de diffusion, titre, une, argumentaire. Vous pourrez aussi, d'ici, surveiller vos stocks, qu'ils soient dans les locaux de la maison d'édition, chez vous, chez votre diffuseur-distributeur, indiquer une limite de stock à laquelle vous recevrez une alerte de manière à pouvoir prévoir une réimpression. Bien entendu, vous avez aussi accès aux statistiques de vente de chacune de vos publications. Depuis Oplibris, vous pouvez facturer des livres à vos clients, générer le PDF qui accompagne cette facturation et organiser vos expéditions. Vous pouvez mettre en place et suivre vos dépôts-ventes, procéder à de la vente directe en salon grâce au point de vente direct. D'ici, vous pourrez gérer les rééditions de droits d'auteur qui rassemblent toutes les ventes, directes ou diffusées, et éditer une note de droit conforme. Vous pourrez également suivre l'état des documents commerciaux, factures en retard de paiement, relance des clients et saisie du règlement. En rassemblant dans un seul endroit l'ensemble de vos documents commerciaux, factures d'achat, frais, ventes, vous pourrez les intégrer facilement en comptabilité, ce qui permettra de fluidifier les relations avec votre comptable et de simplifier la saisie. À terme, quand vous serez à l'aise, vous pourrez centraliser toute votre compta dans Oplibris et économiser l'abonnement à un logiciel de compta. Une équipe support vous accompagne dans la prise en main et l'utilisation quotidienne du logiciel. Une documentation, ainsi que des sessions de formation sont à votre disposition pour vous aider, par exemple à importer votre catalogue et votre carnet d'adresses dans Oplibris. Le projet Oplibris ne se limite pas à ce logiciel de gestion. C'est un projet collectif au service de l'édition indépendante avec une dimension coopérative très forte. Certaines des informations non confidentielles que vous saisirez dans Oplibris seront anonymisées et remontées à un étage commun, à la fois observatoire de l'édition indépendante, laboratoire pour tester de nouvelles pratiques et plateforme de mutualisation. Cet étage commun permettra d'agir plus efficacement ensemble. Alors moi du coup pendant cette petite pause je vais parler d'un autre sujet assez similaire parce que je suis Ariette Segmuller, je travaille pour Phileas dont on a un peu parlé en fin de matinée aujourd'hui et Geoffroy l'a évoqué. Phileas, je retrouve beaucoup de similitudes avec Oplibris. C'est une plateforme qu'on est en train de développer à destination des auteurs et à destination des éditeurs pour leur permettre de suivre leurs chiffres de vente. C'est né en fait de deux besoins. D'une part, le besoin des auteurs d'avoir de la transparence sur les chiffres de vente, parce qu'aujourd'hui, ils doivent attendre 1 an, maintenant bientôt 6 mois, pour avoir les rééditions. Et un besoin des éditeurs d'avoir des données de meilleure qualité pour pouvoir piloter au mieux en fait, les réimpressions, à terme peut-être les impressions. C'est comme ça qu'est né Phileas. Il y a eu beaucoup de groupes de travail en 2023. Et on a une première mouture du projet qui a abouti. On est en train de développer la plateforme. Et ce que je voulais dire par rapport à ce matin, c'est que donc on va lancer un premier volet de la plateforme avec des données GFK dans un premier temps. L'idée était qu'on puisse très rapidement proposer aux auteurs une plateforme, rapidement aussi proposer aux petits éditeurs notamment qui n'ont pas de données aujourd'hui, d'avoir une plateforme où ils puissent retrouver ces chiffres de vente sortis caisse. Et donc on va sortir cette première version, cette version bêta, le mi-avril à l'occasion du Festival du Livre. On parlait du coût justement on parlait du coût des plateformes. Pour les petits éditeurs, en fait, on a vraiment pensé un modèle économique où le prix de l'abonnement soit proportionnel au chiffre d'affaires de l'éditeur, pour qu'il n'y ait justement pas que ce ne soit pas un frein et que la donnée puisse circuler
le mieux possible et que la transparence des données puisse circuler dans la filière. On aura un deuxième volet, et je vais après m'arrêter, on aura un deuxième volet qu'on prépare pour la fin de l'année, où on souhaite, en complément des données GFK qui sont hebdomadaires, qui sont extrapolées, on souhaite en complément s'appuyer sur les librairies, avec notamment l'Observatoire de la librairie, avec les données de la DELC, qui représentent au total 700 librairies. On souhaite pouvoir avoir des indicateurs quotidiens pour que les éditeurs et auteurs puissent également consulter des chiffres de vente de manière quotidienne. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. L'idée c'est qu'on ait un site, une plateforme où on puisse faire des demandes de contact d'ici mi-avril. Et ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que c'est gratuit pour les auteurs. C'est vraiment un projet de filière qui veut répondre à un besoin de filière et pour l'intérêt général de la filière. Donc ça sera gratuit pour les auteurs. Et je vois Séverine qui veut parler, qui est du coup présidente du CPE. C'est bon, on m'entend. D'accord. Je viens juste compléter ce que vient de dire Ariette. Je suis effectivement Séverine Weiss, je suis présidente du Conseil permanent des écrivains, donc une fédération qui regroupe 15 organisations d'auteurs. Et en effet, on travaille sur Phileas depuis un petit moment, avec toute la chaîne du livre, les éditeurs, les auteurs, d'Illicom aussi, bien sûr, enfin tout l'ensemble de la filière. Je précise ce que dit Ariette par rapport à un élément qui est très important pour vous, c'est qu'en effet, l'outil qui va se construire sera en 2 volets. Un premier volet GFK, donc qui sera enfin accessible aisément à tous, notamment aux auteurs, mais aussi à vous, éditeurs, pour ceux qui n'en bénéficient pas. Et donc avec Phileas, vous aurez accès à vos sorties de caisse et vous sortirez du système du flux. Ça sera un complément d'information, évidemment. Ça vient en plus des données que vous possédez déjà et qui parfois sont un peu, j'ai été éditrice, un petit peu complexe quand même au quotidien à comprendre. Et l'élément important pour vous avec cet outil qui va se mettre en place de manière progressive et qui est appelé à grandir avec un nombre de librairies de plus en plus important dans ce système, ça sera tout simplement d'éviter par exemple la réimpression de trop, phénomène que vous connaissez tous, et d'avoir un outil qui au quotidien vous permettra d'avoir accès véritablement aux sorties de caisse. Donc on est assez content de mettre ça en place avec toute la filière. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une réaction? Non? Oui, bonjour, Philippe des éditions La Nage de l'Ours. Donc on est une toute petite structure. Je voulais savoir si c'était possible de concevoir un peu un effort progressif pour Hoplibris, dans le sens où nous, on a déjà des contrats avec des logiciels de gestion. Donc ça fait un peu mot compte double. Disons que le temps qu'on s'inscrive sur Hoplibris, qu'on rentre nos données, on va évidemment pas lâcher ce qu'on est en train de faire. Ce qui se fait que pour une petite maison d'édition, on va consacrer peut-être 2-3 mois où on va payer double. Et est-ce qu'il y aurait une option progressive qui pourrait être mise en place comme ça pour que les petites maisons d'édition, le temps qu'ils rentrent leurs données sur Hoplibris, lâchent les contrats qu'ils ont avec d'autres logiciels de gestion? Alors c'est vrai que pour l'instant, on a mis à 15 jours la période gratuite en fait d'essai. Et c'est vrai que 3 mois, je trouvais ça intéressant pour permettre justement un début de migration et de faire ce tuilage. Encore une fois, c'est vraiment des choses dont il faut qu'on discute en assemblée générale et par rapport aux capacités financières de la SIC. On est sur un projet économique qui aujourd'hui vit en grande partie sur des aides, en petite partie sur les premiers abonnements. Donc à un moment donné, ça fait partie de nos défis, de trouver l'équation économique qui va permettre à cet outil-là, cet outil collectif, d'exister. Si vous connaissez une personne ou une structure qui a envie de rentrer sociétaire avec 300 000 €, et elle est la bienvenue. On va augmenter les fonds propres, et ce qui permettra de mettre de nouvelles fonctionnalités, et puis justement de permettre
des opérations comme celle-ci. Aujourd'hui, on fait en fonction aussi des moyens que nous avons. Alors c'est vrai qu'il est plus simple avec une start-up qui va dire voilà, on va avoir un retour sur investissement de temps au bout de 3 années, de réussir à avoir du capital risque. En société coopérative, on n'intéresse personne à ce niveau-là. Par contre, des structures qui se disent ah, il y a ici un outil qui a besoin de financement et on est prêt à mettre là du financement pour un temps donné et sans attendre un retour sur un investissement phénoménal, là c'est possible. Donc ça fait partie aujourd'hui des priorités de la coopérative de trouver des sociétaires qui puissent arriver à faire grossir nos fonds propres. Aujourd'hui la première dynamique c'était montrer que cette société coopérative elle avait une existence. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on a mis la part à 100 € et qu'il était facile, il n'était pas trop cher d'accéder au sociétariat. Et ça, l'idée c'est de laisser comme ça. Mais rien n'empêche une structure d'entrer à plus. Elle n'aura de toute façon qu'une seule voie, parce que c'est le principe d'une coopérative. Votre voie ne dépend pas du montant de votre investissement. Alors, il y a voilà, prise de parole ici. Bonjour, Pascal Dubois, donc je m'occupe de Ouidir, une petite maison qui est à Valence. Je suis sociétaire coopérant d'Oplibris. Alors je vais vous faire une réponse, parce que je suis un peu dans le même cas, c'est-à-dire que je souhaite passer toute ma gestion sur Oplibris, mais j'ai 23 ans d'arriéré derrière, donc je travaille beaucoup avec le support pour importer, non pas faire tous les imports à la main de tous les produits, de tous les clients, qui me prendraient des mois et qui définitivement ne serait pas possible pour faire un import automatique, et je suis sûr qu'on va y arriver. Au passage, un retour d'expérience, le support d'Oplibris, il est tip-top, enfin c'est... Voilà, je reviendrai là-dessus, mais on a un vrai échange à partir du moment où on est conscient que c'est du développement, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on évoque un problème et on ait la solution le lendemain. Mais en tout cas, il y a une vraie écoute, il y a une vraie attention à comprendre le problème pour apporter une solution qui soit pérenne pour tous. Donc c'est aussi... Et vraiment, sincèrement, ça se met en place. Donc je pense que ça sera beaucoup plus simple que vous l'imaginez de passer d'un système à l'autre. Moi, j'ai 2 remarques. À l'heure actuelle, j'ai un logiciel spécialisé édition qui me coûte à peu près 700 € par mois, qui fait que de la gestion et la réédition des comptes. C'est des gens, ça fait des années, quand il y avait les balbutiements d'Oplibris, je travaille déjà avec eux à essayer de faire des remontées terrain pour faire évoluer le logiciel afin d'avoir quelque chose qui nous corresponde mieux. Ça n'a jamais été possible. Et on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Enfin, au niveau de l'association des éditeurs en Auvergne-Rhône-Alpes, on avait un groupe de travail là-dessus. Enfin, on a beaucoup bossé. Le projet Oplibris, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la problématique, on a une remontée d'informations qui est très simple et on a une vraie écoute. Et moi, ce que je vis depuis, j'ai commencé les bêta-tests en novembre, ça porte ses fruits. Et toute la réussite d'Oplibris, elle sera si les sociétaires sont membres actifs de ce travail-là. C'est-à-dire que si on arrive à bien énoncer notre problématique, on va leur faciliter le boulot à ce qu'ils trouvent les bonnes solutions. Donc c'est aussi la force d'une coopérative, donc il faut pas oublier cet aspect-là. Et pour revenir au prix de la solution, moi si Oplibris me permet d'économiser le temps que je passe pour informer mon distributeur, renseigner mon site web, renseigner mon logiciel de gestion, si je fais ces manips une seule fois sur Oplibris et que
peut-être pas tout de suite, mais dans un an, ça tient ses promesses et ça alimente tous ces réseaux, je gagne un temps de fou. Donc, ouais, c'est un très très beau projet. Merci pour ce témoignage. Alors, il y a une question juste derrière vous. Bonjour. Moi, je suis sociétaire aussi, et depuis l'année dernière, et utilisatrice depuis janvier. Donc je voulais parler de 2 points. Le premier, effectivement, au niveau de l'utilisation, je trouve que l'interface est vraiment très bien faite et très bien pensée. On voit qu'elle a été pensée par des personnes en fonction de leurs besoins, et c'est assez intuitif et assez facile. Il y a aussi pas mal de réactivité, je trouve, au niveau de l'accompagnement. Moi, j'ai eu plusieurs fois des questions et on m'a répondu assez rapidement. La première formation qui a été faite a été positive aussi, parce que voilà, ça a permis de comprendre en tout cas par quel chemin il fallait passer pour gagner du temps, etc. Et il y a même des choses qui ont été pointées par rapport à des besoins qui n'avaient pas été pensés, qui du coup ont été ajoutés. Donc je suis plutôt contente par rapport à ça. Et le deuxième point, en revanche, je vais revenir encore sur cette histoire de coût d'abonnement, c'est que je trouve qu'il y a quand même une petite disproportion dans la progression liée au chiffre d'affaires. C'est qu'effectivement, une micro-maison qui a un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € par exemple, qui publie 3-4 livres par an, qui paye, donc c'est 55 € hors taxe, TTC, ça fait plus de 60 €, par rapport à une maison qui a un chiffre d'affaires de 100 000, 300 000 ou 500 000 € et qui va payer 159 €, c'est-à-dire 3 fois la somme de départ. Je trouve que c'est pas vraiment équilibré, même si je comprends les contraintes que vous avez actuellement. Il me semble qu'il pourrait y avoir une progression plus ajustée en fonction vraiment des chiffres, et que ceux qui gagnent vraiment beaucoup plus payent un peu plus, et que ceux qui gagnent vraiment très peu payent moins. La prochaine AG va être, ça va être un sujet. C'est bien parce qu'on sait que c'est un sujet, que la question du tarif dans les statuts de la SIC ont été mis à discuter en AG. Et c'est parce qu'on sait que c'est quelque chose de crucial. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, suggestions, questions Est-ce que je peux faire une petite minute pub? Ah bah oui. Parce que ça rejoint ce qui a été dit sur les tarifs. Alors non pas sur les tranches de tarifs, ça je vous laisserai le régler en assemblée générale, mais sur les questions de tarifs minimum, et que ça coûte quand même quelque chose, ce super service qui va être désormais disponible. À la Sophia, on a un certain nombre de maisons d'édition adhérentes, un peu plus de 600, mais on n'a pas tant que ça de petites maisons d'édition adhérentes. Quand il s'agit du droit de prêt en bibliothèque, on finit par vous retrouver et on vous verse les droits, parce que ce sont des sommes qu'on appelle documentées. C'est-à-dire que je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre que l'éditeur et l'auteur d'un titre acheté en bibliothèque les droits qui y sont liés. En revanche, pour la copie privée numérique, sont des sommes non documentées, et on les répartit au prorata de l'ensemble de nos maisons d'édition adhérentes de la Sophia. Ce qui fait que si vous n'êtes pas adhérent, vous ne percevez pas de copie privée numérique. Et la copie privée numérique, il y a une part forfaitaire et une part proportionnelle. La part forfaitaire, ça veut dire qu'un tiers de la rémunération, elle est la même que vous soyez Gallimard ou une toute petite maison d'édition en Corse ou en Bretagne. À condition d'être adhérent, ça veut dire plus de 10 titres, c'est pour ça que je vous posais la question, plus de 10 titres au catalogue et des contrats d'édition qui soient conformes au code de la propriété intellectuelle et aux usages de la profession. À partir de ce moment-là, chaque année, vous adhérez à la Sophia, vous devenez sociétaire de la Sophia, donc c'est 38 € une fois pour toute la vie de l'entreprise, et chaque année vous percevez la copie privée numérique. Et la copie privée numérique, la part forfaitaire, elle est bien supérieure au coût que représentent aujourd'hui les adhésions et les montants mensuels de Plibris. Rien que ça, cette démarche, alors je sais, c'est un dossier administratif, mais c'est une fois dans votre vie pour percevoir chaque année de la copie privée numérique. Dans les slides qu'il y avait ce matin sur les différentes maisons d'édition qui étaient présentées, il y avait une partie subvention Sophia, et Sophia arrivait dans le chiffre d'affaires. Oui, la part de copie privée, elle vient
s'additionner à votre chiffre d'affaires, mais en définitive, il n'y a pas de charge en face. C'est de la marge nette complète. Et je suis toujours surpris par rapport au nombre de maisons d'édition qui existent, qui aujourd'hui maintenant sont fédérées et sont présentes au sein de la FEDEI, qui n'ont pas plus d'adhérents qui représentent ces petites maisons. C'est pas grand-chose à faire. Certes, c'est un dossier administratif, mais il n'est pas si compliqué que ça, et c'est une fois pour toutes. Et ensuite, le gain est quand même relativement important. L'année dernière, une part forfaitaire, c'était autour de 2500 ou 3000 euros par an. C'est quasiment, d'après mes calculs, le résultat net pour beaucoup de petites maisons d'édition qu'on a vu ce matin. Ça vous paye allègrement tous les frais d'Oplibris, et vous avez accès à un formidable outil. Voilà, je vous le laisse à la réflexion, mais pensez-y, parce que c'est... Et moi j'étais en train de me dire, les moins 10%, j'ai pas le droit parce que mon président est là. Le PINS, je veux bien, le câlin, on en reparlera. Réfléchissez-y quand même. Oui, moi je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est très simple. L'inscription à la SOFIA est très simple et c'est effectivement pour toute la vie de la maison d'édition. Je vois l'heure tourner. Est-ce qu'il y a vraiment une ultime prise de parole ou est-ce qu'on s'arrête là, sachant que vous pouvez vous retrouver au niveau du bar et échanger plus en détail si vous avez des questions bien spécifiques, et qu'il y a aussi un autre rendez-vous, comme je vous le disais, demain après-midi, si vous voulez approfondir la question de la mise en commun. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment rappeler que Marie, Nicolas et Pablo, qui sont à l'étage là-haut, donc l'équipe support, sont vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions très précises concernant votre structure. Merci à tous les quatre, et puis bonne session d'assises.